J'ai été le premier à réaliser une longue interview vidéo d'Elsa Boujar. Elle était alors candidate à la mairie de Cahors. Je vous la propose, cette vidéo. Je crois qu'elle vous permettra, au-delà de la communication des machines électorales, de mieux comprendre une femme candidate et le fonctionnement de nos institutions. Je crois qu'on peut dire qu'elle est une interview de référence. Elsa Boujar en finale contre Aurélien Pradier, dont je vous ai déjà abondamment causé, au point que monsieur le député sortant a toujours refusé de m'accorder une interview, peut-être car je ne me laisse pas dicter les questions. Dans un pays où la loi électorale garantirait à toutes et tous un égal accès facile aux élections, elle serait improbable la présence au second tour d'Aurélien Pradier après un mandat catastrophique où ses valeurs claniques, son inculture, son mépris furent maquillés par sa communication bien amplifiée par des médias dont on doute de l'impartialité. Aurélien Pradier parvient même à se prétendre le député de tous les Lotois, ce qui est au moins une aberration dans un département à 2 circonscriptions, et une indécence après son « Vos affaires locales ne me concernent en rien ». Aurélien Pradier, qui avait été élu en 2017 en gratifiant les Lotoises et Lotois d'un magnifique mensonge dans sa propagande électorale, « À 21 ans, j'ai devenu le plus jeune conseiller général de France ». Mais il doit bien y avoir une raison si le parti d'Emmanuel Macron n'a même pas présenté de candidat dans notre circonscription, comme s'il l'offrait discrètement à son futur partenaire, les Républicains. Aurélien Pradier, 1/3 d'opportunisme, 2/3 de communication, c'est finalement peut-être ce qu'il faut pour être député dans notre pays. Revenons à sa concurrente du 19 juin, Elsa Boujar, qui s'affichait déjà en 2020 sous une autre étiquette qu'Insoumis, cap à gauche. Aujourd'hui, c'est NUPES. Naturellement, les médias ne l'écrivent pas encore. Leur Mélenchon-NUPES n'est pas la solution au drame de la gauche, mais un symptôme. La gauche des clans, des installés, des inféodés, de l'argent. Naturellement, je ne vote pas. Et dans la première circonscription du vote, la confiscation des législatives par les partis va aboutir à un deuxième mandat d'Aurélien Pradier, qui ne brille pas par la compétence. Naturellement, nos médias désinstallés présentent ce duel d'une manière soft, j'imagine, car je ne les regarde pas, du genre la candidate de l'Union des gauches défie les candidats sortants de la droite. Mais au second tour des législatives, dans notre première circonscription, nous aurons bien, face à une candidate d'extrême gauche, Elsa Boujar, et un député sortant, Aurélien Pradier, auquel, disons, naturellement, le Rassemblement national avait demandé, avant le premier tour, de cesser ses simagrées et de rejoindre ceux qui semblent bien être sa véritable terre. 13% des inscrits, c'est un score historique dans notre circonscription pour les insoumis. Avec 13% des inscrits dans l'autre circonscription, Thierry Grosmy, arrivé d'ailleurs en tête dimanche dernier, et peut sembler le favori de la mascarade du nord du département. Tandis que dans notre sud, les 26% d'Aurélien Pradier se traduisent en 45% des exprimés. Ici, comme ailleurs, c'est bien l'abstention qui arrive en première position, 40,57% des inscrits. 40%, c'est ce que l'on pourrait appeler la société civile absente de ces élections, car les partis ont organisé des élections pour nous exclure à tous les niveaux, pas simplement en législative. C'est quand même plus simple de gagner une place, un siège, quand on a comme adversaire que des politiciens, des candidates et des candidats choisis par des partis qui fonctionnent tous à peu près de la même manière. Pas d'interview d'Aurélien Pradier, donc, qui semble préférer la vie kersinoise, aujourd'hui comme avant, et sûrement comme demain, ou même avant d'être député, il pouvait se permettre de poser les questions pour fournir les réponses les plus utiles à sa propagande. Nous en sommes là, ici comme sûrement ailleurs. Naturellement, ni M. Pradier ni Mme Boujar n'ont dénoncé l'absence dans les médias de notre département de la France harmonieuse, au point que l'on peut peut-être même en France parler de censure. Ce qui ne semble d'ailleurs déranger aucun membre des partis traditionnels qui se partagent donc les sièges de la République en espérant profiter d'une alternance. Elsa Boujar, bonjour. Bonjour. Vous êtes à tête de liste de Cap à gauche. C'est ça. Pourtant, Cahors est déjà à gauche.
Ça dépend. Expliquez-moi alors, pourquoi cap à gauche si M. Bessosport est déjà un maire de gauche? Alors vous dites que c'est un maire de gauche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je reprends ce qui est noté. Oui, mais non, mais bien sûr, je ne vous mets pas en question, mais bon, le Parti Socialiste a quand même franchement trahi la gauche ces dernières années dans les précédents gouvernements. Nous, ce qu'on a constaté, et ce qui vient à l'appui de notre nom de cap à gauche... Donc vous parlez de trahison, le mot est fort. Oui, par rapport aux idées de la gauche, oui, tout à fait. Quand on voit ce qui a été fait notamment sous le mandat de Hollande, je ne parle pas de M. Vessouza, je parle de M. Hollande là. Il y a des erreurs, des fautes qui ont été commises par le Parti Socialiste. Et alors après, pourquoi à gauche, nous au sein de Cahors, par rapport à M. le maire, c'est qu'on constate qu'à Cahors, il y a des inégalités sociales. Il y a 17% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a environ identifié à chaque maraude 20 à 25 personnes à Cahors qui sont sans abri. On a un chômage qui se développe. Et on considère que la politique de la mairie n'est pas une politique à même de protéger ces personnes-là et d'amener un bouclier social, notamment par rapport à ça. Et gauche aussi, parce que la gauche s'empare du sujet de la bifurcation écologique et qu'aujourd'hui la mairie n'a avancé qu'à petits pas là-dessus. Donc vous êtes soutenu par plusieurs partis, la France Insoumise. Oui. Vous revendiquez ce soutien? Oui. Parce que certains parfois ont des soutiens de noter et s'en éloignent. Donc vous revendiquez donc le soutien. D'ailleurs la seule liste à revendiquer nos soutiens. Donc la France Insoumise, le Parti communiste, oui. Ensemble. Oui. Ensemble, vous pouvez nous dire exactement ce que ça représente? Ensemble, c'est, bon, pour les gens qui ne connaissent pas trop, c'est le parti auquel appartient Clémentine Autain, par exemple. Et Génération S. Et Génération S, voilà. Et de même, là, vous pouvez nous faire un petit détail? D'accord, voilà. Donc Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle. C'est ça. Donc si on se réfère au présidentiel, on peut dire que Monsieur le maire est le candidat d'un parti qui représente peu à Cahors, puisqu'à Cahors, je crois que Monsieur Hamon avait fait moins de 9%. Oui, alors nous, on n'est pas dans cette logique de parti, justement. Il y a des soutiens de parti, mais la particularité de Cap à gauche, contrairement à toutes les autres listes, c'est qu'on n'est pas parti d'une personne ou d'un parti qui a décidé de rassembler autour de lui pour constituer une liste aux élections municipales. On est parti du constat que je vous disais tout à l'heure sur la question sociale et la question écologique, et on a donné nos 3 axes prioritaires, la démocratie, la solidarité, l'écologie, et autour de ces axes, on a construit un programme. Et en fait, c'est ce programme qui est venu fédérer des gens, et une fois que le programme a été établi, que le projet a été construit, là seulement on s'est posé la question de la tête de liste. Donc on est vraiment dans la démarche inverse. Donc ce on, c'était qui au départ justement? Ce on, alors il y a eu un appel à constituer une liste citoyenne, des personnes... Qui a été émis par qui? Qui a été émis par la France Insoumise. Donc au départ, c'est l'impulsion de la France Insoumise, on peut dire. C'est une impulsion de la France Insoumise, mais je pense qu'il y avait des impulsions qui venaient d'autres endroits, de militants, d'autres organisations politiques. La génération spontanée de la liste citoyenne, on le voit malheureusement peu, on peut le regretter, mais l'impulsion était là aussi avec les Gilets jaunes. Enfin, ce sont des impulsions multiples, à un moment donné, c'est l'occasion qui va permettre aux personnes de se mettre autour de la table. Et c'est cette occasion-là, cet appel-là qui a mis les personnes autour de la table, autour d'un noyau de 10-15 personnes et qui a grossi autour de ce projet Cap à gauche. Donc vous êtes membre d'un de ces partis? Moi je suis à la France Insoumise, oui. Donc, mais à titre personnel, à Cap à gauche, je suis Cap à gauche. Et pourquoi vous, tête de liste? Alors le choix c'est... Parce que c'est la première fois que vous êtes candidate à une élection, oui, ou vous avez déjà été candidate? Non, j'ai jamais été candidate à des élections. Dans la construction du projet, alors la base de notre fonctionnement et de notre démarche chez Cap à gauche, ça a été de dire on fonctionne collectivement et démocratiquement. Donc les décisions, les grands points de bascule ou les discordes, etc. seront traités démocratiquement par un vote. Et donc le choix de la tête de liste, en fait, c'est fait exactement dans ce cadre-là. À un moment donné, on est obligé d'avoir une tête de liste dans les élections. S'il faut un mandataire financier, parce que voilà, c'est organisé institutionnellement comme ça. Et donc le choix s'est fait en automne ou décembre, je ne sais plus, de cette tête de liste et par un vote en fait de la liste et qui a choisi. Vous étiez nombreux à souhaiter être tête de liste dans ce mouvement? Il y avait quelques prétendants, je pense, oui, mais franchement, c'est pas du tout ce qui anime, c'est qu'à un moment donné, dans le fonctionnement, il y a voilà,
quelques personnes qui sont apparues. Qui s'expriment mieux devant les médias? Je sais pas, non, je pense que c'est pas ça. Qui ont plus de temps disponible aussi pour s'engager? Non, c'est pas ça, je pense que c'est qui ont su fédérer, qui ont su animer, qui peuvent synthétiser. Le choix que ce soit une femme n'a pas été innocent, je pense, dans le choix de oui, je crois que vous êtes la seule femme tête de liste. Oui, oui, tout à fait. Donc je sais que bon, on a forcément des féministes à cap à gauche, et c'est aussi un des. Et vous êtes plutôt jeune. J'aime pas ce mot-là. Vous êtes plutôt jeune aussi. Oui, merci, c'est gentil. Par rapport à moi. Par rapport à l'ensemble des candidats, le plus âgé étant M. Roland Hureau, on peut effectivement dire que vous êtes jeune. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à cap à gauche, et déjà dans notre démarche et dans ce qu'on porte au niveau du programme, on pourra en parler. C'est un changement, quoi. On ne peut plus rester dans des logiques de politique. On va en parler, mais il faut déjà vous présenter, en fait, puisque je pense que ce qui a été fait pour l'instant autour de savoir qui sont ces personnes qui se présentent. Pour moi, c'est aussi cette démarche-là, de vous interroger, pas simplement savoir votre programme, mais savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Alors, si c'est moi personnellement, c'est pas très intéressant. Si, c'est intéressant aussi de savoir pourquoi une enseignante, vous êtes enseignante. Ça... Alors, je suis enseignante depuis 4 ans. J'ai travaillé auparavant 10 ans dans l'industrie. J'étais ingénieur sur des sites Céveso en prévention des risques industriels. Donc vous avez une connaissance aussi assez large de la société, on pourrait dire. Oui. Vous avez parlé de votre vie associative. Vous avez été engagé par exemple dans les Gilets jaunes ou... J'ai suivi le mouvement. Je n'ai pas été engagé, ce serait faux de le dire. Je suis sympathisante et je soutiens les Gilets jaunes depuis le début. J'ai mis mon gilet jaune sur le pare-brise. Voilà, j'ai des gens autour de moi qui sont beaucoup plus investis, mais je soutiens complètement le mouvement. Au niveau des grèves aussi, vous êtes enseignante, donc vous êtes régulièrement gréviste Je l'ai fait pratiquement toutes, parce que ce projet de réforme n'est pas possible. On est sur un changement de nos sociétés qui, pour moi, n'est pas acceptable. Donc oui, j'exerce mon droit de grève par rapport à cette réforme. Si on voit cette réforme, on sait qu'elle vient de loin, elle ne vient pas simplement d'Emmanuel Macron, les problèmes ne viennent pas d'Emmanuel Macron. Donc vous avez parlé de François Hollande avant, le maire actuel, M. Wessous-Fort, on peut dire qu'il est un proche de François Hollande. Il est un des rares socialistes encore à pouvoir prétendre peut-être à être de nouveau maire. Malgré ce bilan, il est très populaire finalement sur Cahors. Et on a même l'impression, que certains se disent qu'il va être de nouveau élu au premier tour, puisqu'effectivement, il y a 6 ans, il a été élu au premier tour. Vous pensez qu'il y a eu une évolution ou... Écoutez, je vais pas parler. En 6 ans, vous étiez déjà sur Cahors. Il y a 6 ans, vous étiez déjà sur Cahors? Non, je n'étais pas sur Cahors. Non. Je ne vais pas parler à la place des électeurs. Je pense que les urnes parleront d'elles-mêmes. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés dans la municipalité. Là, on le voit bien au niveau des élections, dans le temps électoral et dans la campagne, il y a quand même des sujets qui cristallisent le débat. Il y a des mécontentements qui apparaissent. Monsieur Wessous est populaire, vous le dites, tant mieux pour lui éventuellement, mais... C'est l'impression de l'extérieur, moi aussi, j'ai un regard extérieur, et je vois aussi un certain fatalisme de se dire, mais de toute manière, il sera élu soit au premier tour, soit au deuxième tour. Je sais pas, moi je sens qu'il y a des choses qui bougent, vraiment, il y a des lignes qui bougent, et moi le fatalisme qui me dérange par contre c'est celui de l'abstention. L'abstention à Cahors est toujours, parce qu'on peut dire qu'il y a à peu près 14 000 inscrits, il y a souvent entre 8 et 9 000 votants, 8 000 votes exprimés, donc c'est ça, c'est ce passage des 14 000 à 8 000 qui est fréquent à Cahors. Vous pensez on observe ce phénomène, on ne l'observe pas uniquement à Cahors, mais les précédentes municipales, il y avait 60% de participation. Quand on voit que c'est vraiment l'élection qui va toucher au quotidien des personnes, quand on voit cette abstention qui est quand même importante, les abstentions aux précédentes élections, notamment au niveau national, quand on voit le mouvement des Gilets jaunes qui manifeste d'une autre démocratie, d'un ras-le-bol de cette politique et de ce pouvoir confisqué par des professionnels, par des élus, et on en a besoin d'un mouvement citoyen. Il faut remettre le citoyen au cœur de ça. C'est le citoyen qui peut nous sortir des problèmes sociaux, des difficultés liées à l'écologie. Enfin, voilà. Nous, on mise sur les citoyens, on y croit, et c'est aussi par ces mouvements citoyens qu'on espère ramener les gens dans la vie politique, que les gens viennent donner leur avis, viennent s'exprimer, viennent voter, mais pas que. Et notamment, quand on a constitué la liste Cap à gauche, il nous a semblé évident de procéder à un tirage au sort.
Donc, constituer la liste. la liste n'est pas simplement une liste de personnes qui avaient envie, mais de personnes qui avaient envie et qui ont été tirées au sort pour une partie. Alors, oui, pour une partie. Alors, on a procédé à un tirage au sort, donc c'est-à-dire que 500 électrices, enfin 250 électrices et 250 électeurs ont été tirés au sort et ont reçu un courrier de Cap à Gauche présentant voilà, notre projet et nos lignes, hein, je disais solidarité, écologie, citoyenneté, et interpellant les gens en leur proposant de venir rejoindre Cap à Gauche s'ils se reconnaissent dans ce projet-là. Et c'était non seulement d'ouvrir la liste à des gens qui ne seraient pas forcément venus, même qui ne seraient pas venus si on ne les avait pas interpellés, et c'était aussi d'interroger les gens sur leur place dans la vie publique, dans la vie politique et dans les décisions. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ils reçoivent ça dans leur boîte aux lettres, ils sont d'accord ou pas avec nous, peu importe, mais c'est tiens, je vais prendre le temps de m'interroger sur ma place et sur ma légitimité, parce que nous, on porte le fait que chacun est légitime, en ayant bien sûr la connaissance des dossiers, chacun est légitime pour définir l'intérêt général. Et vous avez eu une phrase que j'ai retenue, je retiens parfois des choses, la parole de ceux qui n'osent pas s'exprimer. Oui. C'est un peu ça? C'est complètement ça. Pas que cela, c'est la parole de tous, c'est comment on va chercher la parole de tous et de toutes. Mais pourquoi certains n'osent pas s'exprimer? Alors là, il peut y avoir différents freins. Il y a de l'intimidation, il y a de la peur des conséquences. Peut-être, mais c'est pas forcément à ça que je pense. C'est le fait que déjà la parole publique et le pouvoir a été confisqué, donc les gens se disent c'est pas pour moi. Le fait qu'on répète en permanence aux gens qu'il faut être compétent, qu'on a une politique faite par des technocrates, on nous dit non, mais ils vont pas comprendre, laissez, ça bloque la parole aussi. Il peut y avoir aussi simplement la pratique de la langue. La langue maternelle est le français. Oser s'exprimer dans une réunion publique, c'est pas donné à tout le monde, même si on n'a pas de difficulté particulière, c'est pas évident d'oser exprimer son opinion devant les autres, etc. Et c'est pour ça que cette démocratie, elle peut être vivante, uniquement si on lui donne les moyens d'exister. Parce qu'on peut faire des réunions de quartier, on aura toujours les mêmes personnes qui viendront, ils ont un avis tout à fait intéressant, mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que nous, on veut avoir des animateurs sociaux qui vont intervenir dans le cadre des conseils de quartier, pour aller chercher les gens qui n'osent pas s'exprimer, qui ne veulent pas, mais il y a peut-être aussi une question de peur après. Il peut y avoir des sortes de représailles parfois. On peut dire que dans certains endroits en France, on a vu qu'il y a des subventions qui sont retirées à des associations quand certains osent s'exprimer. C'est peut-être pas le cas à Cahors, je ne sais pas si ce serait le cas à Cahors, néanmoins, on a vu, mais je pense que c'est dans le cadre de toutes les municipales, on a vu des personnes qui nous encourageaient à faire la liste Cap à Gauche, qui étaient ravies du projet, mais qui ne souhaitent pas s'y engager parce que elles ont des engagements professionnels ou associatifs qui les met en lien avec la municipalité. On a toujours peur d'une subvention qui soit sucrée si on peut-être, je sais pas, je dis pas du tout que c'est la pratique de la mairie. Même si c'est une peur infondée à certains endroits, on peut dire. Oui, mais après, c'est comment on va protéger par exemple de ça. C'est vraiment, à un moment donné, comment on va permettre aux gens aussi de prendre part à la vie politique. Comment la démocratie protège justement des intimidations? C'est ça. Et par exemple, sur les associations, plutôt que ce soit décidé que les subventions soient allouées dans une décision, dans un cercle fermé, et bien peut-être qu'il faudra un jury citoyen pour définir l'attribution des subventions aux associations, par exemple sur des critères qui seraient définis par ce même jury, sur, je sais pas, sur des clauses sociales, sur des clauses d'insertion, sur des clauses de participation citoyenne, etc. Donc on a vu que vous êtes un moyen de se protéger de ça. Mais les institutions en fait doivent protéger la démocratie. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de renouveler un peu les institutions et les pratiques. Donc justement, vous êtes une femme jeune, c'est votre première candidature. Vous subissez des intimidations? Non. Non, sur Cahors, ça va? On peut, voilà, c'est important de le signaler aussi, parce que non, mais le climat, pour l'engagement, est tout à fait serein. Il y a un climat sain à Cahors qui permet aux personnes de s'exprimer. C'est quelque chose d'important. Oui, bien sûr, c'est important. Donc c'est parfois important de le dire aussi qu'à Cahors... Je ne peux pas l'évoquer pour toutes les sphères de la vie chrétienne. Vous êtes bien placé. Moi, j'ai eu aucun... Non, j'ai eu aucun... Donc sur ce point-là, Cahors est une ville qui respire bien démocratiquement. C'est plus que de la démocratie, c'est-à-dire que heureusement qu'on peut s'exprimer. Donc on va arriver au point qui fâche pour l'équipe en place. Les dossiers sur lesquels vous n'êtes vraiment pas d'accord, c'est ceux vers la transition écologique, comme on dit, et sur les ressources telles que l'eau. Alors, sur la bifurcation écologique, on est arrivé à un niveau d'urgence qui nécessite d'aller énormément plus vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre des petites rustines, une piste cyclable ici, une là-bas. Il y a des choses qui ont été faites, mais on n'est pas du tout à la hauteur.
quand on voit qu'il y a, depuis déjà le précédent mandat, Europe Écologie Les Verts qui part avec le maire, et quand on voit l'ambition du programme, bon, on est en retard. Et la municipalité a vraiment les moyens de faire des choses beaucoup plus ambitieuses et qui en plus amèneront du social. C'est toujours ça, c'est comment on va équilibrer l'écologie avec la justice sociale, qu'on ne soit pas dans une écologie punitive ou réservée uniquement à certains, mais une écologie qui profite à tout. Et on est vraiment sur ces deux axes-là. Sur l'eau, alors là ça a été le grand sujet, le combat entre certains candidats, il n'est effectivement pas normal qu'on n'ait pas accès à l'eau potable dans une préfecture sur des épisodes aussi fréquents. Maintenant, on peut regretter que ça n'ait pas été anticipé. Maintenant, c'est en route. Voilà. C'est en route, mais donc on parle actuellement beaucoup de l'eau de Cahors, mais il faut savoir que cette eau de Cahors n'est pas distribuée qu'à Cahors. Avec les regroupements des syndicats des eaux, cette eau, c'est de nombreuses petites communes aux alentours qui sont victimes. Oui. Donc ça, c'est aussi du long terme, ça fait plusieurs décennies, c'est un choix qu'on subit actuellement. Oui. Donc d'avoir très peu de points de captage, ça aboutit à ce genre d'impasse. Oui, et puis où il faut, d'après monsieur le maire, c'est au moins 3 ans encore pour sécuriser. 2023, alors bon, après, pour sécuriser. Oui, il y a ça, et puis sur Cahors, tout le monde n'est pas en régie publique non plus. Hein. Toute la commune n'est pas alimentée, parce que sur Cahors, même, on est sur un service en régie publique, hein, donc qui est pour nous le seul service à même d'anticiper ces choses-là, de faire les investissements suffisants pour ça, même si effectivement ça peut arriver tardivement. Mais le maire dit que, d'après ce que j'ai compris, qu'on ne pouvait pas aller plus vite. Écoutez, j'ai pas suffisamment de détails sur le dossier, et c'est fait maintenant, c'est fait, quoi. On va pas passer la campagne là-dessus. Les grands investissements, ça a été aussi le cinéma. Oui. C'est un grand cinéma pour un petit Cahors. C'est un grand cinéma pour un petit Cahors. On avait déjà des salles de cinéma. Par rapport au cinéma, ce qui nous choque plus, c'est comment le projet a été mené. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur une infrastructure aussi importante, avec un investissement aussi important, on dit qu'il y a des subventions, mais les subventions, c'est quand même nos impôts, quoi qu'il arrive, hein, qui viennent de l'État, de la région, de la commune. Ce sont les impôts des cadurciennes. Justement, Cahors vit beaucoup sur l'argent du département et de la région. Sur la subvention, bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi une dotation de l'État qui a régressé, notamment sous le gouvernement Hollande aussi. Enfin voilà, il y a tout ça, mais sur le cinéma, c'est plus la façon dont le projet a été mené. Peut-être que le cinéma est utile, l'avenir nous le dira. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui... Sa taille est peut-être surdimensionnée quand même. Peut-être, mais c'est à un moment donné, c'est comment on construit les projets. Est-ce qu'on part des besoins des gens, ou est-ce qu'on amène un projet tout ficelé et on consulte à la marge? On n'est quand même pas sur les mêmes choses. Si on avait dit aux gens, on propose un cinéma, tente de salle, bon, le billet il sera 1 € plus cher. Enfin, je veux dire, le cinéma est quand même pas très accessible aujourd'hui aux communs des mortels. Je ne parle pas spécialement de celui de Cahors, mais c'est pas non plus un loisir que toutes les familles peuvent se payer. Donc, est-ce que c'est là-dessus qu'il fallait investir? Est-ce qu'il fallait investir sur une autre offre culturelle? Mais tout ça doit être discuté. On ne peut pas arriver avec un projet, l'amener et puis l'imposer. Et le cinéma, c'est peut-être plus maintenant du divertissement que de la culture? Ah bah, tout dépend de la programmation qu'on y a. On a quand même une programmation encore d'art et d'essai, mais effectivement, sur une grosse structure comme ça, on peut se demander si on risque pas de glisser en termes de programmation et de qualité de la programmation. La culture à Cahors, pour l'instant, si on parle d'événements, à part le festival de blues, on n'a pas de grands événements culturels. Est-ce que vous souhaiteriez impulser de grands événements ou des événements plus fréquents? Vous voyez la culture de quelle manière? Alors moi je vois la culture, il faut des événements qui vont... Et ce sera le dernier point, puisqu'on a débordé des 10 minutes. Mais la culture, c'est aussi la culture populaire au sens noble du terme, quoi. C'est déjà, qu'est-ce que les gens veulent comme culture? C'est la culture, c'est dans toute la ville, pas uniquement au centre-ville, aussi dans les quartiers, et partir des projets des gens. Soutenir aussi toute cette culture locale, toutes ces associations, tous ces artistes locaux qui ont quand même peu de moyens pour exposer, pour... Beaucoup d'artistes disent qu'il faut le vouloir pour vivre dans le département depuis assez longtemps. On dit ça, qu'il faut vraiment le vouloir pour vivre dans le département quand on est artiste. Je pense, alors malheureusement, la condition des artistes se dégrade partout. Mais une mairie comme Cahors a justement les moyens de soutenir tous
toutes ces initiatives locales. Et ça, c'est la culture vivante et que les gens vont s'approprier. Je suis désolé, on a parlé beaucoup trop, on a explosé les 10 minutes, on est plus près des 20, donc, mais je vais quand même vous laisser le temps de, voilà, si vous avez quelque chose de particulier, puisque c'est important pour Cahors, c'est 2020-2026. On a vu que le maire, finalement, si on prend les élections précédentes, il est dans un fauteuil d'avenir. Et si on prend comme référence les élections, qu'elles soient européennes ou présidentielles pour son parti, on pourrait se dire qu'il y aura un deuxième tour et qu'il ne sera pas forcément favori. Donc vous voyez comment, vous, cette élection? Pour l'instant, on fait campagne, on porte nos projets, on porte nos idées, on est là pour ça. Pour faire avancer nos idées, pour faire avancer nos principes de gauche. Et après, c'est le vote des électeurs. On peut dire qu'il y a quand même deux listes de gauche. La liste de François Duquesne est à peu près dans la même démarche que vous. Pas exactement. Ou bien vous vous différenciez comment entre ces deux listes? Principalement, bon, après je ne connais pas leur programme en détail, mais principalement, à mon avis, sur la justice sociale. Après, il faudra les interroger, hein, et les gens pourront comparer les projets. La démarche n'est pas forcément la même. On a une démarche qui a fédéré, qui a rassemblé. Je vais pas parler. Mais c'est une démarche également écologique. C'est une démarche surtout écologique. Donc on peut dire que sur Cahors, entre l'extrême gauche et l'écologie, il y a 20% de voix, au moins, 20-25%. Donc vous allez vous les partager à deux, ou vous avez déjà pensé au deuxième tour? Non. Pourtant il faut y penser. Bon, on y pensera en temps voulu, mais déjà on va faire la campagne pour le premier tour. Donc après, vous pensez dépasser ces 10%? Écoutez, on l'espère, bien entendu. Pourquoi pas être élu au premier tour, hein, allons-y. Donc voilà, l'ambition d'Elsa Boujard, c'est effectivement d'être élu au premier tour. Cap à gauche. Cap à gauche. Je vous remercie. Merci à vous. Vos affaires locales ne me concernent en rien. On l'espère, bien entendu. Pourquoi pas être élu au premier tour, hein, allons-y.